Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire des Supply Chain Leaders. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir partager l'expérience de Petit Bateau, un des leaders français des vêtements et sous-vêtements. Merci à Jean-Philippe Gauthier, directeur système d'information métier, collection et opération chez Petit Bateau, et Christian Bouillot, responsable projet stratégique, qui vont tous deux nous expliquer comment la supply chain du groupe a réussi à réduire de moitié ses processus de planification, tout en assurant une fiabilité optimale de leur exécution grâce au projet Oscar. La présentation durera 30 minutes et sera suivie d'une session de questions-réponses de 15 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire dans la section Q&A en haut de votre écran. Je laisse à présent la parole à Jean-Philippe pour commencer cette présentation. Bonjour à tous, ravi de pouvoir vous parler de Petit Bateau et de nos projets Oscar, objectif service client, agilité et réactivité. Alors, comment va se dérouler la présentation? En fait, je vais vous parler dans un premier temps de la transformation de Petit Bateau et des enjeux liés sur la supply chain. Et ensuite, Christian reprendra la parole pour vous parler un peu plus dans le détail du projet Oscar. Un petit peu d'histoire sur Petit Bateau. Petit Bateau, en fait, est une vieille maison puisque nous existons depuis 1893, donc ça va faire bientôt 130 ans que cette société a été créée par Pierre Valton. En 1918, c'est lui qui a inventé la petite culotte parce que jusqu'alors, on portait des caleçons longs. Et à partir de 1918, il a décidé de couper les jambes et d'inventer la culotte. Et c'est de là qu'en 1920, nous dit la petite histoire, est née réellement la marque Petit Bateau, puisqu'en entendant la chanson « Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes ?» il a décidé, étant l'inventeur de la petite culotte et ayant coupé les jambes au caleçon, de donner le nom de Petit Bateau à sa société. En 1978, il y a eu la première boutique Petit Bateau à Paris. Jusqu'alors, on vendait principalement en grande distribution et chez des détaillants multimarques. En 1988, la société a été reprise par le groupe Rocher. Donc, on fait actuellement partie du groupe Rocher. En 1994, un événement qui a boosté les ventes de Petit Bateau au Japon, c'est que Petit Bateau a participé de façon involontaire à un défilé Chanel, puisque Karl Lagerfeld a décidé de faire porter à ses mannequins des t-shirts Petit Bateau sous les costumes Chanel. En 2006, ça a été la création des premiers sites e-commerce. En 2015, le premier développement en Chine de Petit Bateau. Et depuis 2020 et même bien avant, Petit Bateau est une marque engagée. En fait, pourquoi Petit Bateau est une marque engagée? Vous le savez tous, les produits Petit Bateau sont de qualité et sont durables. D'ailleurs, sur notre nouvelle plateforme de marque, le mot d'ordre, c'est liberté, qualité, durabilité. Petit Bateau, par ailleurs, comme je vous l'ai dit, fait partie du groupe Rocher. Et dans ce cadre-là, le groupe Rocher, l'année dernière, est une des premières grandes entreprises à s'être déclarée entreprise à mission. Et du coup, sa raison d'être, c'est de reconnecter les gens à la nature. Et pour Petit Bateau, bien sûr, c'est de reconnecter des enfants à la nature. Par ailleurs, on a des grandes ambitions d'un point de vue global, puisqu'on cherche le groupe cherche à se faire certifier B Corp. Une des sociétés du groupe qui s'appelle Arbonne est d'ailleurs déjà certifiée. En 2024, l'ensemble du groupe sera certifié et pour Petit Bateau, l'objectif est d'être certifié dès 2023, sachant que B Corp est une certification internationale qui travaille sur les cinq domaines que sont la gouvernance, les collaborateurs, la collectivité, l'environnement et les clients. Donc vraiment une tendance de fond pour le groupe et pour Petit Bateau, bien sûr.
En chiffres, quelques éléments clés de Petit Bateau. Donc, comme vous le voyez, Petit Bateau, c'est plus de 3000 personnes, à peu près la moitié en France, la moitié à l'international, qui se répartissent à travers des filiales commerciales et des usines qui sont soit en France, soit au Maroc. Et le chiffre d'affaires de Petit Bateau est à peu près de 50% en France et 50% à l'international. Et le chiffre d'affaires Internet était encore l'année dernière à 15%, et avec la crise de la Covid qu'on connaît aujourd'hui, est déjà à 28% et des ambitions bien plus importantes, puisqu'on compte dépasser les 50% à 5 ans. Petit Bateau, c'est aussi différents canaux de distribution, donc à travers nos propres boutiques, puisqu'on en a un petit peu moins de 400 un peu partout dans le monde, à travers des sites e-commerce, donc plusieurs sites e-commerce, puisque aujourd'hui, nous n'avons pas le même prix dans tous les pays. Une partie qu'on appelle wholesale chez nous, donc on vend à d'autres clients, donc qui peuvent être des pure players style Amazon ou autres, ou qui peuvent être des corners dans des grands magasins style Le Printemps, les Galeries Lafayette, ou encore des détaillants multimarques, donc qui vendent du Petit Bateau et d'autres marques. Et enfin, un dernier canal de distribution avec des produits qui lui sont spécifiques, c'est toute la partie GMS, grande distribution, donc avec principalement Leclerc, Carrefour, Système U et autres. Encore quelques chiffres. Petit Bateau, c'est 90% des produits qui sont fabriqués en interne. On est les spécialistes de la maille, donc tout ce qui est en maille est fabriqué en interne. Bien sûr, tout ce qui est en chaîne et trame, donc le chaîne et trame, c'est le tissu qu'on peut avoir sur des chemises, ou tout ce qui est ciré, par exemple. Forcément, nous n'avons pas cette technologie, et donc ça, nous achetons des produits à l'externe, mais c'est des produits qui sont designés par Petit Bateau. A3 Petit Bateau, c'est 1100 salariés, c'est un des plus gros employeurs de la ville, juste derrière l'hôpital et à peu près au même niveau que notre confrère Lacoste, puisque Lacoste est aussi implanté à Troyes. 2400 tonnes de mailles tricotées par an, 25 800 références Coloritail, donc vous voyez beaucoup de ce qu'on appelle des RCT chez nous, des SKU. À peu près 100 000 pièces préparées par jour. Alors après, avec des fortes variabilités, suivant qu'on est en période d'implantation dans nos boutiques ou en période de réassort. Et du coup, c'est à peu près 25 millions de pièces fabriquées par an. Alors, Petit Bateau, il doit s'adapter aujourd'hui, et même à l'époque du projet, ça reste assez d'actualité, tout ce qui est écrit là. En fait, le marché du textile, c'est un marché qui est en décroissance. Beaucoup de, que ce soit au niveau de la France ou même au niveau global monde, c'est un marché qui est en décroissance. C'est un marché qui évolue sans cesse, alors qui évolue déjà, là où je reviens encore sur l'impact de la Covid, on voit bien qu'il y a un basculement du marché sur Internet, beaucoup moins sur le retail et beaucoup plus sur Internet. C'est aussi un peu la fin de la fast fashion, toutes ces marques qui avaient été créées et qui surfaient sur des produits vraiment pas chers, mais entre guillemets jetables. Vous les laviez une fois et après vous n'aviez plus qu'à les jeter. C'est aussi l'avènement de la seconde main. Donc voilà, donc vraiment d'importantes évolutions en cours. Et il faut être capable maintenant de vendre dans le monde entier en tenant compte des spécificités pour être capable de faire face aux difficultés qu'il peut y avoir sur certains continents et pouvoir garder une croissance sur d'autres. Par rapport à ce marché-là, le client, lui, même si la fast fashion, c'est un peu fini, il est quand même dans l'instantanéité.
Donc, il veut des produits qui durent, qui sont de qualité, mais il les veut tout de suite. À partir du moment où il a décidé d'acheter, il le veut le lendemain chez lui et il ne supporte pas qu'il y ait des ruptures sur des produits qu'il estime basiques et faisant partie, j'ai envie de dire, du fond de rayon de petits bateaux. Euh, il faut, il doit être joignable partout. On doit lui dire où en est sa commande à tout moment. Il est très attentif à tout ce qui est RSE, tout ce qui est traçabilité, tout ce qui est transparence. Il veut être particulier. Il veut qu'on s'adresse à lui en tant qu'individu, mais pas simplement qu'on lui pousse des produits. Donc, on lui donne de l'exclusivité, qu'on puisse lui personnaliser ses produits, qu'on puisse lui apporter du service. Donc, par rapport à tout ça, quelle est la stratégie industrielle de petits bateaux? C'est de s'appuyer sur la digitalisation, donc OK, à travers le e-commerce, mais aussi à travers la façon de produire les produits petits bateaux. L'enjeu prioritaire et principal, et on le voit là dans cette période, c'est la rentabilité. De toute façon, déjà pour qu'une entreprise soit durable et pérenne, il faut qu'elle gagne de l'argent. Donc le premier objectif, c'est la rentabilité. Pour ça, il faut qu'on gagne en rapidité. Donc derrière le mot rapidité, il y a mettre plus rapidement les produits sur le marché, répondre à la demande client et une fois qu'on a les commandes, le livrer très rapidement. Dans les autres points dont j'ai beaucoup parlé déjà en amont, c'est toute l'empreinte environnementale, la qualité des produits et la durabilité des produits, puisque, comment dire, pour diminuer notre impact, plus nos produits vont durer longtemps, plus ils vont pouvoir être utilisés, plus on diminuera aussi notre impact. Et on réfléchit aussi sur les aspects recyclage, comment utiliser des fibres recyclées, que faire de nos produits une fois qu'ils ont vécu plusieurs vies et une fois qu'ils ont passé la seconde main, à la fin, qu'est-ce qu'on en fait? Donc tout ça nous amène à voir les challenges qu'on a dû remplir et sous quel angle on a attaqué une partie de ces challenges pour la supply chain. Alors, la supply chain petit bateau, si on la représente de manière, j'ai envie de dire, très linéaire, comme on a l'habitude de faire, et si on parle du champ jusqu'au cintre, petit bateau, lui n'agit pas sur l'ensemble du process. Euh, il va se contenter d'agir, enfin, si on peut dire, d'agir à partir du fil. Donc, on n'a pas de champ de coton, mais on attaque le fil. Et par rapport à cette vision très linéaire, Petit Bateau a une vision plus circulaire maintenant, puisque une fois qu'on a vendu le produit, on s'inquiète de qu'est-ce que va devenir notre produit. Donc, on est en train de faire des choses sur la seconde main et on est en train de travailler aussi assez fortement, on pourra y revenir plus tard, sur la partie recyclage. Donc, si je reviens sur le cœur de la supply chain gérée par Petit Bateau, on part du fil, on fabrique du tricot, on confectionne ce tricot, on le distribue dans nos différents canaux de distribution et on le vend au client final suivant les canaux de distribution. Qu'est-ce qui fait, où se cache la complexité de la supply chain petit bateau? En fait, il y a plusieurs aspects. Il y a au moins quatre niveaux de complexité. Déjà, on est multisite, puisqu'on a plusieurs sites de production, aussi bien en tricotage, teinture qu'en confection. Donc, plusieurs sites de confection, plusieurs sites et plusieurs métiers. Un métier du tricotage et de la teinture, un métier de la confection. Multiniveau de nomenclature. Donc voilà, encore une fois, on retrouve tous ces niveaux, tricotage, teinture, broderie, sérigraphie, confection. La volumétrie que représentent les produits avec les différents niveaux de nomenclature qu'on retrouve et tout ce qui rentre dans la composition d'un produit,
Et puis le dernier aspect, et non le moindre, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 90% des produits sont réinventés toutes les saisons. Donc, on a beaucoup de SKU, de RCT, mais en plus, ça change tous les 6 mois, pratiquement tout change. Donc, pour répondre à cette problématique, alors ça remonte un peu, mais tout ce qu'on a fait reste vrai, sachant qu'on se pose aussi d'autres questions et on fait évoluer notre Oscar et notre outil de planification Future Master pour répondre à des nouveaux enjeux. Mais en tous les cas, en 2017, on avait comme enjeu principal donc de répondre à la stratégie que je vous ai présentée, mais aujourd'hui, elle n'est pas très différente. Même si elle avait évolué avec, notamment ce qui se passe autour de la Covid. Là, l'enjeu principal était de réduire d'une semaine de notre cycle de planification, du coup de passer de 2 à 1 semaine, d'intégrer le niveau teinture. Avant, on ne gérait que le tricotage et la confection, pas la teinture, de fiabiliser les plans qui sortaient de cette planification, puisqu'avant, 40% des plans issus de la planification n'étaient pas transformables parce qu'on n'avait pas la matière, parce qu'on n'avait pas le fil, parce qu'on n'avait pas des fournitures critiques. Du coup, c'est de vraiment améliorer notre niveau de service aussi bien sur la partie implantation que réassort, en identifiant bien chaque besoin, et puis de supprimer tout le shadow IT avec de nombreux Excel. Excel, c'est très bien comme outil, c'est très souple, mais ce n'est pas forcément très fiable. D'où le projet Oscar, dont va vous parler immédiatement Christian. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Jean-Philippe pour la présentation de Petit Bateau et du contexte dans lequel s'est inscrit ce beau projet. Nous allons faire donc plus précisément connaissance avec Oscar, hein, en abordant le périmètre du projet, en voyant aussi les enjeux. Pourquoi on a choisi Future Master en tant que solution de planification, le fonctionnement de l'outil, son ROI, et puis les clés qui ont fait le succès de ce projet. Je reviens sur le slide qu'a présenté tout à l'heure Jean-Philippe concernant la supply chain. Il vous a présenté un slide mobilisant donc l'ensemble des acteurs de la chaîne logistique textile. Nous, on intervient, la planification va se faire sur les niveaux donc tricotage teinture et confection de nos sites de production. Hein. Donc voilà. Donc les enjeux, quels sont les enjeux? On a 3 enjeux. Hein. On a notamment un gain de chiffre d'affaires que l'on compte acter par une amélioration du taux de service client. Hein. Une meilleure planification permet d'assurer une meilleure livraison produit. Aussi un enjeu au niveau de la réduction des stocks. Hein. En optimisant les flux, on va diminuer nos stocks sur l'ensemble de la supply chain amont. Et puis, bien sûr, une meilleure rentabilité, cela en diminuant nos stocks résiduels par une gestion plus fine de nos besoins, hein, et en assurant une plus grande réactivité, ainsi qu'une meilleure productivité dans nos sites de production. Alors, pourquoi on a choisi donc Future Master? Pour nous, Future Master, c'était une belle solution de prévision. On en était resté là, on ne l'avait pas mise dans notre shortlist de produits à envisager pour notre planification. Mais c'est lors d'un salon que l'on a rencontré l'équipe Future Master. Et puis, en discutant, ils nous ont dit, écoutez, nous, ça nous intéresse, on n'est pas que des prévisions, on fait aussi de la planification. Et puis, ça nous intéresse vraiment de répondre à votre expression de besoin. Du coup, on dit banco, ils nous ont fait une réponse
qui a traduit une très bonne compréhension de nos besoins. Hein. Et cela, bien que l'équipe Future Master d'avant-vente n'était pas du tout connaisseuse du textile. Du coup, c'est ce qui nous a séduit, hein, parce qu'une compréhension de notre problématique, comme elle l'a été faite, nous a vraiment intéressés, et le courant est très bien passé entre eux et nous. On a bien aussi aimé la façon qu'a la solution Future Master de gérer la problématique de la planification. Hein. Comme vous le disait Jean-Philippe, on est multiniveau de nomenclature, on gère plusieurs sites, plusieurs métiers. Donc, et la solution apportait une approche globale et du coup assurait une cohérence dans les résultats donnés. Donc ça, c'était important. Autre point, FM Future Master a bien appréhendé aussi la problématique de la volumétrie, très importante dans nos problématiques de planification et d'activité en termes de système d'information. Hein. Donc ça, et le dernier point, c'est que Future Master s'est engagé aussi à partager les risques hein, autour d'un POC, d'un pilote, hein, pour valider la solution. Hein. Voilà, ça marche tant mieux. Si ça marchait pas, ben, ils partageaient aussi les frais de ce POC. Donc ça nous a dit, bah, ils sont en confiance. Du coup, ça nous a mis en confiance pour l'outil qu'on voulait prendre en main. Donc, en résumé sur ce point, donc une solution qui répond à notre problématique hein, et une équipe qui a bien compris nos besoins et qui s'est engagée autour de ce POC. Alors maintenant, rentrons un peu dans le fonctionnement d'Oscar. Je reprends là les étapes de production. Hein. On vous dit multisite et on vous dit multi-niveau de nomenclature. Donc on voit qu'à partir du fil que l'on approvisionne chez nos fournisseurs de fils, on va donc fabriquer les tricots, hein, aussi bien à Tenmar au Maroc qu'à Murar en France. Et puis ces tricots, on va les assembler, on les couper hein, et les assembler dans nos différents ateliers ou chez nos partenaires hein, en France, au Maroc, en Tunisie. Hein. Et on va aussi approvisionner des fournitures pour réaliser le vêtement. Ceci, après, une dernière étape qui peut être l'assemblage de ces différents articles pour en composer des kits. Ça rajoute encore un niveau de nomenclature et une complexité. Et donc, Oscar, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va planifier toutes les productions sur l'ensemble de ses sites et sur l'ensemble de ses métiers hein, pour délivrer donc des plans de production, mais aussi tous les transferts de matière qui seront à faire pour acheminer le tricot, s'il est tricoté en France, pour l'acheminer en Tunisie ou pour l'acheminer au Maroc, ou vice-versa, du Maroc vers la France. Hein. Tous ces transferts-là seront pilotés aussi par Oscar. Hein. Donc, voilà. Donc là, on a un grand nombre de gestions à gérer, grand nombre de cas à gérer. Alors, comment Oscar s'intègre dans nos systèmes d'information, hein, pilotant la supply chain amont? Oscar va être alimenté par un plan d'appro entrepôt, hein, notre entrepôt qui est à Buchères, aux environs de Troyes. Hein, donc, un plan d'appro d'entrepôt qui va exprimer des besoins de produits finis à produire hein, dans des quantités déterminées et dans des dates. Et ça pour chaque référence coloris taille de nos collections. Hein. Donc, et dans cette expression de besoin, on a une différence. On a donc deux types de besoins. Des besoins fermes, hein, qui vont concerner les besoins d'implantation, et des besoins non fermes, donc plus aléatoires, hein, pour la partie réassort. Donc, d'autre part, pour faire fonctionner Oscar, il va falloir aussi l'alimenter par des données articles, hein, des données techniques, les gammes, les nomenclatures, et bien sûr des données dynamiques qui sont les stocks, les encours, hein, sur l'ensemble de nos flux. Donc ça, c'est tout alimenté par notre ERP SAP. Donc, Oscar, à partir de ces informations, hein, et à partir aussi de règles de gestion,
que l'on a générées dans Oscar pour gérer par exemple la répartition des charges par site ou des priorités de production selon les familles de produits, selon la typologie de produits, avec aussi des scénarios de production plus tôt ou plus tard. Donc ces règles de gestion et aussi un panel de contraintes comme des contraintes capacitaires, des contraintes d'affectation produit dans un site ou dans un autre ou dans plusieurs, des notions aussi de taille de lot, en teinture et en tricotage, on est très lié à la taille de lot, et aussi des quantités mini qui nous permet de dimensionner nos productions à hauteur des enjeux économiques de l'industrie. Et puis on a intégré aussi divers délais. Donc à partir de ces règles de gestion et de ces contraintes et de ces données d'entrée, Oscar va proposer des plans de production de tricot et de confection et aussi d'assemblage de kits. Il va aussi proposer nos plans de transfert en composants dans l'ensemble des sites qui vont réaliser la confection. Et quand ces plans proposés, qui sont des plans exécutables, qui sont des plans réalistes en cohérence sur toute la chaîne de planification, donc ces plans vont être déversés dans SAP, qui lui va prendre le relais opérationnel de la planification, de façon à les mettre en œuvre sur l'horizon de lancement. Donc, ce que je vous dis, ces plans-là qui ont été déterminés, ils sont exécutables, car ils ont répondu à toutes les contraintes et toutes les règles de gestion qu'on s'était mis dans l'outil Oscar. Donc, alors, on a un cycle de planification hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque semaine, le week-end, on va intégrer les données que je vous ai dit, les données articles, les besoins sous forme de plan d'appro. Donc, on va intégrer ça le week-end dans Oscar, de façon à ce que le lundi, on puisse élaborer une première planification qui est en fait une planification qui va permettre d'exprimer un besoin idéal de tricot. À ce niveau-là, on va prendre donc le besoin client, notre besoin d'entrepôt en fait, et on va dire pour réaliser ce besoin de mise à disposition à l'entrepôt, quels seraient les tricots qu'il nous faudrait obtenir pour répondre à cette demande. Donc en fait, on ne gère pas la notion de capacité au niveau des produits finis. On est à capacité infinie à ce niveau-là, au niveau des produits finis, pour vraiment exprimer le besoin de tricot et mobiliser le tricot sans tenir compte de ses capacités de confection. Donc on se dit, voilà, quel est le besoin de tricot qu'il nous faudrait. Le mardi et le mercredi, on va du coup planifier ce besoin de tricot. Et là, en prenant en compte nos disponibilités matières, donc en l'occurrence nos fils qui nous servent de base pour le tricotage, mais nos supports aussi semi-finis entre le tricotage et la teinture, nos stocks, nos encours, et on va reprendre aussi nos capacités de tricotage et nos capacités de teinture qui vont nous permettre d'exprimer un plan de production réalisable, qui répond au mieux à la demande client. Donc, ce plan étant fait le mercredi soir, il va être repris le jeudi dans la phase finale du cycle de planification pour là, effectivement, planifier nos sites de confection à la vue de la mise à disposition de nos tricots qu'on aura établis dans l'étape précédente. Donc ici, on va, sous contrainte, là, capacitaire, établir nos plans de confection qui seront en cohérence, bien sûr, avec les matières qu'on aura données disponibles dans les étapes précédentes. Alors, maintenant, on va regarder le ROI du projet. On a gagné une semaine dans notre cycle de planification par rapport à ce que l'on faisait auparavant. Auparavant, on avait 13 jours de cycle entre le moment où on nous donnait une prévision
un plan d'appro, hein, une prévision à produire, et le moment où on exécutait l'ordre opérationnel de fabrication dans nos sites ou l'ordre d'achat ou d'approvisionnement, on avait 13 jours de délai. Là, aujourd'hui, on a 7 jours. C'est-à-dire qu'une prévision qui est rentrée le vendredi soir dans nos systèmes va être exécutée en production le vendredi suivant, suite à ce cycle de planification. Donc un gain de 6 jours. Et bien sûr, on va gagner en performance et en fiabilisation de nos plans de production. Hein. Quand Jean-Philippe vous disait que 40% des plans n'étaient pas exécutables suite au cycle de planification que l'on faisait dans nos systèmes précédents, hein, parce que incohérence entre nos planifications tricot et nos planifications confection, là on a tout bon, parce que on a une bonne cohérence sur la faisabilité sur l'ensemble du flux. Et donc là, on a des plans exécutables, hein, qui répondent mieux à la demande client. Alors, sur la partie des gains, qu'est-ce qu'on a pu remarquer? Bon, une augmentation du chiffre d'affaires liée à l'amélioration du taux de service. En fait, ce qu'on a pu mesurer, c'est une productivité en usine, hein, sur notre site de Tenmar de plus 1%. Alors, c'est pas forcément 1%, mais sur le nombre de minutes que l'on produit, c'est quand même un certain gain. Et cela, comment on les a gagnés? On a surtout géré des tailles de série, hein, que l'on n'avait pas possibilité de faire avant dans nos autres systèmes. Donc on avait une gestion de taille de série, de quantité mini, qui nous a permis de consolider des lots de fabrication. On a aussi donc réduit nos niveaux de stock sur l'ensemble de la supply chain à hauteur d'une semaine, hein, sur l'ensemble des éléments, matières premières, semi-finis et produits finis, grâce à un meilleur pilotage des flux. On a aussi des gains de stock résiduel, hein, sur l'ensemble des matières, en pilotant avec nos besoins, avec une typologie de besoins fermes et non fermes. On a pu ne produire que ce qui était affermi, hein, en distinguant bien ce qui était de l'ordre du ferme et donc de l'engagement à 100% des besoins, et ce qui était plus aléatoire et en le retardant au maximum dans la décision de production. On a gagné aussi de la productivité dans l'équipe planning, hein. Le métier a changé, le métier est devenu beaucoup plus riche et beaucoup plus valorisant, hein. Donc de par un calcul fait par Oscar et derrière tout un travail d'analyse pour améliorer encore soit le paramétrage, soit la qualité de la planification. Voici Donc, en dernier lieu, hein, quels sont les facteurs clés de notre projet? On a tenu à les exprimer parce que c'est intéressant de voir pourquoi un projet peut réussir. Je vous ai dit l'importance de notre POC, hein, en amont du projet, qui nous a permis de bien valider la solution Future Master. Ça, c'était super important. Donc là, ça, c'était fait. Aussi un sponsoring de la direction, hein, un soutien à 100% de la direction générale. Bien sûr, ça, comme tout projet d'envergure, c'est nécessaire. Des équipes projets, petits bateaux, côté métier et côté informatique, très engagées, hein, et très pointues, très spécialisées aussi, très connaisseuses de la problématique et avec un fort engagement. Et également au niveau des opérationnels, hein, les gens du métier, il y a eu un engagement très fort, hein, une mobilisation très forte de ces personnes qui ont permis on a permis de traduire leur métier dans l'outil. Et ça, c'était très important. Alors bien sûr, la qualité des données, là, c'est évident que si les données sont pas bonnes, les résultats ne seront pas bons. Donc là, importance de la qualité des données. On a dû faire d'ailleurs pendant le projet quelques améliorations concernant certains types de données pour être sûr que le résultat allait être conforme au réel.
Et bien sûr, la chose importante, hein, le partenaire, la qualité de service, la qualité que Future Master nous a offerte sur ce projet, notamment donc au départ sur la compréhension de la problématique, sur aussi sa force de proposition, mais aussi sur le fait de aussi nous restreindre sur nos envies, hein. Donc ça c'est très important. Et puis l'implication et la disponibilité de l'équipe tout au long de ce projet. Voilà, donc nous en avons terminé avec notre présentation. Merci Jean-Philippe et Christian pour ce partage d'expérience. Vous avez très bien expliqué pourquoi il est indispensable aujourd'hui pour les entreprises, d'autant plus dans un contexte de crise sanitaire, d'optimiser et de fiabiliser les processus supply chain. Nous allons à présent commencer la session de questions-réponses. Merci à toutes les personnes qui ont posé des questions. Nous allons tenter de répondre au plus de questions possibles dans les 15 minutes à venir. Alors, la première question, je pense qu'elle est pour Christian. Au vu de ce que vous nous avez dit, vous avez gagné en agilité dans vos processus de planification et en rapidité dans la prise de décision. Cela vous a-t-il aidé lors du premier confinement, lorsque les magasins ont dû fermer? Avez-vous pu être réactif sur la variation de la demande et des capacités pendant le confinement? Oui, effectivement. En fait, vu les perturbations au niveau de la demande qu'a créé ce confinement, très vite déjà, du coup, on a eu une expression de demande venant de notre département de gestion de l'offre, hein, qui a pu être intégré dans Oscar, hein, et très vite, on a su traduire cette variation de demande en délivrant des profils de capacité adaptés à ces nouveaux besoins. Et donc, du coup, on a pu, à travers ces profils, informer et piloter nos sites de production, mais aussi nos partenaires, hein, pour se caler par rapport à ces besoins, hein. Donc voilà, on a pu très vite être réactif, et ça tout au long du confinement, parce que la demande pouvait varier d'une semaine sur l'autre, et du coup être en mesure de replanifier chaque semaine les nouveaux besoins. D'accord. Vous avez donc gagné en agilité. Quelles sont les Alors, prochaines étapes? Ah oui, pardon, juste, excusez-moi, je vais Jean-Philippe. rajouter un petit Oui, mot. Juste la meilleure preuve que on a été plutôt réactif dans cette période-là. Alors, grâce à Oscar, grâce à Future Master, j'ai envie de dire, et grâce à nos process. Mais en tous les cas, quand on regarde d'un point de vue indicateur, le niveau de stock résiduel en fin de saison, que ça soit sur l'été 20 ou l'hiver 20 qui n'est pas encore complètement fini. En tous les cas, quand on regarde nos niveaux de stock par rapport à ce qu'on connaissait en 2019 sur l'été 19 et l'hiver 19, on est au même niveau. Donc on a bien su ralentir quand il fallait ralentir et réaccélérer sur les produits qui se vendaient bien quand il fallait réaccélérer, quoi. ok. Du coup, je fais la transition. Quelles sont les prochaines étapes qui sont liées à la transformation de votre supply chain? Alors oui, comme je vous le disais, notre projet, là, il date un petit peu puisqu'il date de 2017 et du coup, on se pose de nouvelles questions à travers, à travers notre planification et nos outils de planification. Donc, on était sur un process qui partait beaucoup de la prévision de produits finis et qui remontait jusqu'à la matière, et on essayait d'avoir le flux le plus tendu possible. Là, ce qu'on essaye de mettre en place pour être plus réactif par rapport à notre demande, à la variabilité de la demande client, et pour entre guillemets prendre moins de risques, c'est toute l'anticipation matière, parce que il faut qu'on profite, j'ai envie de dire, de notre différence. On est un des rares à être producteur et distributeur. La plupart de nos concurrents sont uniquement distributeurs, voire confectionneurs. Il y en a très peu qui remontent jusqu'à la matière. Et du coup, il faut qu'on profite de cet avantage. Donc, ce qu'on se dit,
c'est ce qu'on est en train de travailler. On est en train de faire des modifs déjà dans Future Master, donc de travailler avec les équipes Future Master. C'est comment introduire des besoins matière de manière un peu indépendante des produits finis, en tous les cas en anticipation. Du coup, on prend du risque sur la matière, on prend du risque sur des composants, sur des fournitures, mais pas sur des produits finis. Et puis, en fonction des premières ventes en début de saison, ce qui se vend bien, bah, hop, c'est ça qu'on refabrique. Et du coup, il faut être le plus réactif possible pour que les produits arrivent en boutique le plus tôt possible, bien avant les soldes. Comme ça, on est sûr de les vendre puisqu'on sait que c'est des produits qui se vendent bien et on les vend sans dégrader la marge puisqu'on les vend avant solde. Donc voilà, donc toute la réflexion aujourd'hui, elle est sur ce jeu de jambes et cette flexibilité. Ok. Oscar vous a-t-il permis de mieux maîtriser vos ruptures et vos surstocks en fin de saison? Alors ça, c'est pour moi. Ouais. C'est pour moi. Du coup, oui, sur le niveau rupture, effectivement, les ruptures se positionnent souvent par la problématique de le manque d'anticipation de nos approvisionnements, tricots, fournitures. Et du coup, là, Oscar nous a apporté vraiment par sa qualité de planification le moyen de réquisitionner tous ces tricots, toutes ces fournitures au bon moment, hein, et dans les bonnes quantités, hein. Et du coup, cette mobilisation-là permet, après, dans la partie confection, de produire le bon produit au bon moment et d'éviter les ruptures. Donc, alors bien sûr, on a encore des ruptures, hein, je ne veux pas dire que mais on a vraiment fait un grand pas par rapport à ce que on avait avant comme solution, hein, pour répondre au mieux. Aussi, au niveau rupture et puis aussi sur la partie surstock, le fait de réduire d'une semaine nos cycles de planification réduit aussi d'une semaine notre prise de décision. Et du coup, on bénéficie d'une semaine de plus pour éclairer nos productions et nos plans d'appro. Et ça aussi, ça participe à la réduction des surstocks et des ruptures. Sur la partie surstock, plus particulièrement, je vous ai dit qu'on décomposait nos besoins en mise à disposition entrepôt en besoins fermes et en besoins non fermes. Et ça, c'est aussi par rapport à ce qu'on avait avant très important, parce qu'on ne produira jamais dans Oscar un besoin dit non ferme. Il est simplement là pour éclairer sur les besoins capacitaires à venir. Il est aussi là pour mobiliser quand même la matière, mais on ne produira pas nos produits finis s'ils sont encore non affermis. Donc cet affermissement se fait en fait au fil de l'eau, au fil de la connaissance de la demande client, hein, et ce verrou permet effectivement d'éviter de lancer des choses dont on n'est pas sûr de pouvoir vendre. Donc ça aussi, c'est un grand point positif dans Oscar qui nous permet de bien réguler ce que l'on doit mettre en production et ce qui doit rester de l'ordre de la prévision. Voilà, Ok. je pense que j'ai Ouais, c'est répondu. très clair, très Ok. clair. Une autre question peut-être pour Jean-Philippe. Quel est votre taux de renouvellement produit chaque saison? Je vous disais tout à l'heure, on renouvelle pratiquement l'ensemble de nos produits. En fait, aujourd'hui, le taux, il est autour des 90%, assez peu de produits permanents. Donc, il y a une volonté d'avoir peut-être un peu plus de produits permanents. Et puis, surtout, au-delà du produit, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est toute la problématique matière. Et même sans avoir des produits permanents, en ayant cet effet renouvellement pour nos clients, on peut s'appuyer sur plus de matières permanentes qu'on le fait aujourd'hui, ce qui nous permettra de faire des anticipations de matières sans prendre de risques, d'être beaucoup plus réactifs. Donc en fait, on remonte la problématique aujourd'hui au niveau matière. Ok. En début de présentation, vous nous avez parlé de RSE. Du coup, comment ça se matérialise? Comment vous recyclez vos produits aujourd'hui?
Alors, vous l'avez compris, la RSE, c'est vraiment, ça fait partie de nos gènes, j'ai envie de dire. En faisant des produits de qualité et durable depuis 130 ans, on est né avec ça et ça fait partie, c'est un des 3 axes stratégiques de Petit Bateau aujourd'hui. Donc, avant de recycler nos produits, c'est comment les réutiliser. Donc, vous le voyez hein, sur les réseaux sociaux, avec Vinted et autres, le marché de la seconde main est en train de se développer. Donc nous, on s'intéresse à ce sujet-là. On vient de lancer un POC et du coup, dans une dizaine de boutiques, vous pouvez ramener vos produits aujourd'hui. On vous donne un bon d'achat en fonction des produits que vous nous avez retournés. Et puis après, on travaille avec une petite start-up pour le moment qui s'appelle Il était plusieurs fois, qui du coup va récupérer ces produits et les remettre en vente sur le marché. Donc voilà, et puis on est en train de regarder comment on peut passer à l'échelle, sachant que les premiers résultats sont plutôt très encourageants. L'autre sujet, c'est effectivement déjà dans l'utilisation des fibres. Aujourd'hui, on a déjà des produits, alors plutôt en polyester type maillot de bain et autres, où on utilise des fibres recyclées. Et puis, on fait partie d'un projet européen qui s'appelle SCIRT, qui est sur un programme européen sur la circularité du textile. Alors, avec plusieurs étapes, et nous, on est sur l'étape utiliser des fibres recyclées. Et du coup, on est en train de regarder comment, si on a des fibres recyclées de coton, comment on peut les réutiliser. Est-ce qu'il faut les mélanger avec des fibres de première vie, j'ai envie de dire, pour les rendre tricotables? Le produit fini qu'on obtient, est-ce qu'il est suffisamment confortable? Donc, on est sur toutes ces problématiques-là et ça fait vraiment partie de notre réflexion. Le produit, on ne s'occupe plus maintenant de le mettre sur le marché et puis de dire c'est bon, on a fini notre travail. Même une fois qu'il est sur le marché, qu'est-ce qu'on peut faire pour être moins polluer la planète, j'ai envie de dire. C'est super. Ok, on a plus une question maintenant sur Future Master, peut-être pour Christian. Future Master, vous aide-t-il à prendre des décisions lors de vos réunions SNOP? Alors oui, en fait, tous les mois, hein, à travers les plans de charge, à travers les plans de charge que nous procure Oscar, hein, on va donc chaque mois adapter nos capacités pour répondre à ces charges dans l'ensemble de nos sites de production et nos sites partenaires. Donc là, on a déjà, Oscar nous permet déjà d'avoir une bonne visibilité de nos besoins en capacité, hein, et de ce qu'on sera en mesure de produire dans les délais, et aussi, du coup, d'identifier nos ruptures. Et c'est là que intervient le lien avec le commerce dans ce processus SNOP, c'est que si malgré tout ce qu'on a pu mettre en œuvre pour répondre et résorber les problèmes de rupture, on arrive à des impossibilités, hein, et bien du coup, on va travailler avec le commerce, hein, pour adapter l'offre à ce qu'on est capable de produire. Donc, il y aura éventuellement une modification de merchandising, des inversions de produits en vitrine, hein, et du coup, quand le fait d'anticiper, de voir les coûts en avance, ça permet de garder la cohérence justement de notre offre en boutique. Et tout ça, c'est discuté. Hein, et ce qui est important, hein, c'est effectivement d'alerter suffisamment à l'avance, hein, pour pouvoir trouver des solutions alternatives. Hein, c'est pas de se retrouver le jour pour le lendemain avec une impossibilité de livraison qui fait que commercialement, on n'arriverait plus à avoir de cohérence de l'offre. Donc ça, effectivement, ça nous aide à bien identifier les problématiques à venir et à y répondre suffisamment tôt. Ok, très clair. Peut-être une dernière question avant de clôturer ce webinaire. Aujourd'hui, refaire une planification sans Future Master, est-ce envisageable?
Ah, alors là, je dirais non. Non, absolument pas. Déjà, on a vu le fait d'avoir une approche globale sur l'ensemble de nos sites de production est super importante, hein. Et du coup, cette solution cohérente qui pilote à la fois la confection de nos modèles, la production des tricots, ainsi que l'approvisionnement des matières premières, ne peut se faire que par ce type d'outils, hein, pour gérer en fait cette complexité, hein. Cette complexité, elle est aussi liée au volume de données, hein, et à la volumétrie donc qu'on a à gérer derrière tout ça, hein, et qu'il nous faut donc gérer avec des moyens de calcul puissants, comme nous le propose FutureMaster. Donc là, on n'est plus dans, on ne peut pas s'en passer. C'est en un mot. Je ne sais pas si Jean-Philippe, tu as quelque chose à rajouter. Non, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, c'est vraiment devenu une partie critique dans notre process global d'exécution. Et aujourd'hui, on a une pression, comme chez tout le monde. Il se peut qu'on ait quelques petits soucis informatiques et du coup, que le produit ne soit pas disponible en temps et en heure. Et on a une pression très forte pour le remettre à disposition du métier et des utilisateurs. Donc, je vais toucher du bois et peut-être du singe, puisque là, depuis qu'on a démarré Oscar et Future Master, on a toujours réussi à faire notre planification. Alors, des fois, sur 4 jours au lieu de 5. En tous les cas, voilà, on a toujours réussi à avoir l'outil disponible pour faire la planification. Et on voit qu'il est indispensable dans notre process. On pourrait se dire, avec les encours, perdre une semaine de planification, c'est pas très grave. En fait, si on s'aperçoit que ça provoque ça provoquerait, en tous les cas, puisqu'on l'a pas vraiment vécu, des dysfonctionnements et que même une semaine, c'est important dans notre process. Merci à tous les deux. Nous avons donc terminé ce webinaire sur ce message. Merci aussi à l'ensemble des participants qui se sont connectés aujourd'hui. Nous sommes très intéressés par vos retours. N'hésitez pas à prendre un instant pour remplir le questionnaire en ligne que vous allez recevoir. Pour terminer, nous vous donnons rendez-vous le 16 février prochain pour écouter le témoignage de Wonderbox qui va nous expliquer comment le supply chain planning sert de cockpit d'aide à la décision stratégique et tactique pour le groupe. Très bonne journée à vous tous et puis au plaisir de vous retrouver le 16 février prochain. Au revoir.